Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des équilibres de marché qui sont toujours précaires. À une séance de hausse succède une séance de baisse. C'est à peu près le rythme qu'on voit ces derniers jours sur les marchés et notamment sur les marchés actions. Ainsi, les indices actions en Europe sont en train de reculer en baisse de 0,6, 0,7% pour le CAC 40 en cette fin de séance dans le sillage des marchés actions américains qui ont ouvert en baisse cet après-midi. Un équilibre précaire également sur les marchés obligataires. On avait vu un mouvement de détente, mais depuis les taux sont repartis sur une pente ascendante avec un 10 ans américain qui a à nouveau touché le seuil symbolique des 3% au cours des dernières heures. Et puis sur le marché des devises où les mouvements là aussi ont été très importants ces dernières semaines, on tente de maintenir un peu de stabilité sur les grandes parités et l'euro-dollar essaye de trouver un plancher autour de 1,05 aujourd'hui avec un $1 qui est reparti de l'avant depuis quelques heures maintenant. Du côté des entreprises, il faut noter 2 gros avertissements coup sur coup venant de la consommation de base et du secteur de la grande distribution aux États-Unis. Walmart hier, sans prévenir, qui a abaissé ses prévisions de croissance bénéficiaire pour cette année 2022. Le titre a chuté de plus de 12%, de près de 12% hier et baisse encore aujourd'hui. Et puis l'avertissement du jour est signé par Target, le spécialiste de la distribution de produits électroniques grand public. On compare souvent Target comme étant le Fnac Darty américain, si vous le voulez, avec une taille américaine évidemment. Et là aussi, Target, sans prévenir, avertit que sa marge bénéficiaire sera bien inférieure à ce qu'il prévoyait pour cette année 2022. La grande distribution est donc rattrapée par le squeeze de pouvoir d'achat que subit le consommateur américain. Le titre Target connaît sa plus forte baisse depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies même, avec une baisse de 25% en cours de séance à Wall Street. La macro est en train de rattraper la micro. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une enquête intéressante, un baromètre semestriel qui est mené par les équipes d'Ociam, des investisseurs professionnels. Enquête pour mieux comprendre les attentes et la vision de marché des investisseurs particuliers. C'est le directeur général adjoint aux investissements et aux opérations d'Ociam qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure pour nous livrer les enseignements de ce baromètre. Nous vous donnons rendez-vous donc à 17h45 avec Luc Dumontier. Une ambiance toujours compliquée sur les marchés avec des indices européens qui vont terminer cette séance en baisse. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Peu d'entrain à Paris, le CAC opte pour du rouge et les 2 indicateurs publiés ce matin n'y ont rien changé. Des chiffres globalement conformes aux attentes. Au Royaume-Uni, pour le mois d'avril, les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 9%, soit un taux en forte progression de 2 points par rapport à celui du mois précédent. Il atteint donc un nouveau plus haut depuis 40 ans. En zone euro, le taux d'inflation annuel s'est finalement maintenu à 7,4% en avril contre 7,5% annoncé initialement par Eurostat. Wall Street de son côté ouvre en baisse et ce après un rebond spectaculaire hier. Les grands indices ont tous signé des gains de plus de 2%. La confirmation par le président de la Fed de faire de l'inflation sa priorité et non plus la croissance semble peser sur le sentiment de marché. Autre facteur négatif pour la bourse de New York, le géant de la distribution Target a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel très inférieur aux attentes sous l'effet des pressions inflationnistes et d'un recours plus fréquent aux promotions. Son titre décroche. Du côté des indicateurs américains, les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les mises en chantier de logements ont pratiquement stagné à moins 0,2% le mois dernier. C'est une performance inférieure au consensus. Focus sur quelques valeurs à suivre. L'action d'Orpea connaît une lourde chute sous l'effet de nouvelles révélations de Mediapart et Investigate Europe. Selon les 2 entités, la holding luxembourgeoise Lipani, créée en 2007, a accumulé 92 millions d'actifs
locatifs, principalement des parts dans de nombreux EHPAD et cliniques gérées par Orpea dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, et mener des opérations financières douteuses. Et puis CMA CGM et Air France KLM ont signé un partenariat exclusif de 10 ans visant à mettre en commun leur réseau d'avions cargo, assorti d'une prise de participation jusqu'à 9% de CMA CGM au capital d'Air France KLM. L'action d'Air France KLM décolle. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy et Michel Saunier avec nous également en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Je le disais, la micro est rattrapée par la macro. On a coup sur coup 2 exemples d'avertissements lourds dans le secteur de la distribution et de la consommation de base aux États-Unis, un des poids lourds emblématiques de la cote américaine, Walmart et Target, qui évidemment alors commencent à voir les effets du squeeze sur les marges entre la hausse des intrants, coûts de matières premières, de transport, des salaires, des coûts salariaux qui augmentent également. Et face à ça, un squeeze sur le pouvoir d'achat du consommateur qui rend la consommation de base de plus en plus difficile. On parle de produits de consommation de base et je ne parle même pas de la consommation plaisir-loisir où là, visiblement, les choses sont déjà beaucoup plus négatives aujourd'hui. C'est nouveau dans le paysage des marchés. Le squeeze sur le pouvoir d'achat, on l'a anticipé, les économistes sont là pour nous alerter évidemment sur cette difficulté pour le consommateur aujourd'hui. Sauf que cet effet-là, on ne l'avait pas encore vu dans les marges d'entreprises, en tout cas de cette taille, Michel. Non, c'est l'anti-2021 et c'est justement ce qu'on craignait. Alors pourquoi c'est l'anti-2021 ? Parce qu'en 2021, on a eu une reprise de l'activité formidable sur la base de coûts qui étaient complètement compressés suite à la période de Covid et de confinement. Là, c'est l'opposé qui est en train de se passer, le contraire. On commence à avoir la demande qui vacille et puis les coûts qui rattrapent. Ça, c'est très compliqué et c'est ce qu'on craignait, puisqu'aujourd'hui, en gros, il y a 3 grands scénarios de marché qui peuvent être joués. Le premier, c'est celui de l'atterrissage en douceur piloté par les différentes banques centrales. Ce scénario-là n'est pas du tout joué par le marché. Le deuxième, c'est l'autre scénario d'une récession pure et dure, toujours pas joué par le marché. Et le troisième, qui est un scénario un peu médiocre, celui de la stagflation, qui lui est bien joué aujourd'hui par le marché. Le souci, c'est que quand le consommateur ajoute sa part à ce qui se passe déjà, et on a vu que les croissances économiques récentes, les derniers chiffres étaient quasiment annulés, alors qu'on s'attendait à des chiffres de 4% de croissance de part et d'autre de l'Atlantique, on peut vraiment raisonnablement se poser la question de la probabilité d'une récession qui arrive beaucoup plus vite que prévu. Ouais. Et ça, vous dites, ce scénario-là, en tout cas dans les marchés actions, n'est pas joué visiblement, et oui, on voit le Target, choc de marché que ça crée. Non, mais c'est assez simple. Si ça veut dire qu'on a une récession, un marché action qui rentre dans une récession, c'est des baisses de bénéfices de 30% en moyenne sur les derniers épisodes. Aujourd'hui, si on regarde en Europe, on a une correction de 10-15% selon les marchés, à partir d'un point qui était extrêmement haut, encore une fois, avec des marges qui étaient, encore une fois, je rappelle, l'année dernière, et on pourrait trouver au plus haut historique. Au plus haut historique. Oui. Donc non, on est très très loin du compte si jamais ça se confirmait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un attentisme très fort dans le marché, et on le voit aussi dans les volumes traités. Autant au mois de mars, suite à la guerre en Ukraine, il y a eu un rebalancement très fort vers des valeurs plutôt défensives, la hausse des taux qui a fait qu'il y a eu un rebalancement en défaveur de certaines valeurs de croissance. Autant depuis début avril, c'est l'attentisme, on ne sait pas. Voilà. Et là, on commence à avoir des éléments de preuve tangibles, comme quoi, finalement, le scénario un peu pessimiste pourrait s'installer, et ça change beaucoup de choses. Ouais. Et le statut des entreprises est très variable, c'est-à-dire que ces boîtes de grande distribution, alors nous on a l'exemple de Carrefour, côté à Paris, considérées comme défensives à la base. Oui, on se disait c'est de la conso de base, ça leur donne quand même un peu de pricing power, et puis on voit bien que là, on atteint déjà très très vite les limites. On a un cumul, on en parle à chaque fois, mais c'est vrai qu'entre l'alimentaire, l'énergie et la logistique, ça fait beaucoup de choses à supporter, et c'est vrai qu'on peut transmettre, réimpacter tous ces coûts-là aux consommateurs jusqu'à une certaine limite. Voilà. Et donc, dans
la valorisation des marchés, quand on regarde le prix rapporté au bénéfice, le fameux ratio PE, PI. On est très très loin du compte. La question des earnings se pose de manière urgente. On attend encore d'une progression bénéficiaire globale. Et oui, parce que c'est toujours une moyenne ou un cumul, et c'est complètement biaisé par des secteurs totalement procycliques comme l'énergie ou les matières premières qui bénéficient de tout ce qu'on a discuté depuis longtemps, des goulots d'étranglement, etc. Mais on n'a pas encore vu, on est au point d'inflexion. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit toujours. On a tendance à acheter des hard cyclicals quand les PE sont très très faibles et à les vendre quand les PE sont très élevés. Pardon, c'est le contraire. Quand c'est très cher, quand il y a un gros PE... PE, on achète et on vend quand ça... Et aujourd'hui, si on regarde... Non, mais il faut l'expliquer, parce que pour une valeur très cyclique, hard cyclical, comme vous dites, le gros PE, ça signifie qu'on est en bas de cycle de profit. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est le moment où on a envie de les acheter pour profiter de la remontée dans le cycle des profits. On a un exemple typique qui est d'actualité. Si on regarde Maersk, aujourd'hui, ça se paye de façon totalement extravagante, une fois les bénéfices, une fois les EBITDA. Et si on regarde la trajectoire du résultat net, c'était 30 millions d'euros de résultats en 2018. 30 milliards 30 millions 30 millions 30 millions en 2018, 20 milliards de résultats nets attendus cette année. Donc en fait, on voit... Donc là, on est au top de profit. Exactement. Donc voilà, exactement. Donc la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs-là ? Et à contrario, d'autres valeurs cycliques qui ont été massacrées ou de croissance, est-ce que c'est déjà le moment d'y aller ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Il faut trouver un chemin médian toujours, mais si c'est compliqué, ça veut dire qu'on n'a pas encore l'assurance ou les garanties nécessaires pour se projeter dans ce type d'investissement. C'est qu'en fait, c'est totalement binaire. Si on a un atterrissage en douceur, comme tout le monde voudrait l'espérer, c'est peut-être le moment de refaire des cycliques. C'est même sûrement le moment de faire des cycliques. Si on a une récession, c'est encore le moment de les vendre. Donc c'est très compliqué. Et puis la stagflation, c'est un peu un chemin entre les deux, qui a été joué par le marché, pour le coup. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est quasiment jeter une pièce, savoir où on va arriver. Maintenant, les éléments qu'on vient d'avoir sur Walmart et Target, ça donne quand même une idée de la direction vers où on va. Donc, et c'est pas celle qu'on espérait. Partant de ces exemples spécifiques, mais encore une fois, Walmart, ça reste quand même une des plus grosses entreprises de la planète, un des plus gros employeurs de la planète. Ils connaissent quand même le consommateur américain. C'est pas anormal qu'on retrouve là, sur ce début de deuxième trimestre, dans les marges des entreprises, ce que les économistes anticipent déjà depuis quelque temps, Hervé. Oui, je dirais que c'est même un retour à ce que l'on devait attendre. Et le marché peut parfois être un peu myope. Ce qu'on voyait bien, c'est que la confiance des ménages, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en zone euro aussi, a beaucoup baissé. Et on est à des niveaux, pas loin de niveaux qui font penser à un retournement de l'activité. Et divine surprise, mais qui ne pouvait pas être durable. On voyait tout de même les ventes au détail tenir plutôt le choc. Et on se disait, est-ce que les ménages sont excessivement pessimistes ou est-ce que, finalement, la réalité ou la traduction psychologique de la réalité va jouer sur les comportements. Et si on en croit Walmart, ça joue sur les comportements. Et dans le cas américain, qu'il faudrait sans doute ne pas extrapoler au cas européen, il y a quand même le fait que la distribution des revenus est beaucoup plus inégalitaire, ce qui fait que les gens qui vont chez Walmart, qui sont sans doute pas les gens qui habitent dans les centres-villes... c'est le champion des prix bas, Walmart. Voilà, c'est l'anti-monoprix, quoi. Et donc, ceux-là, ils souffrent beaucoup. Il ne faut pas oublier que aux États-Unis, pour quelqu'un de modeste, l'épargne disponible sur son compte courant à un moment donné, ça ne dépasse pas les $500. Ouais. Donc en fait, lorsque vous avez des augmentations de prix, des pertes de pouvoir d'achat, que vous fassiez attention. Mais je dis, les États-Unis ne sont pas... un miroir fidèle de la situation en Europe, mais écoutons tout de même les grands distributeurs. Moi, je me souviens d'avoir entendu une interview de Michel Leclerc,
donc les centres Leclerc, ils disaient tout de même que le panier du samedi matin était différent d'avant, avec un choix en faveur de produits pas chers. Ce qui est très compliqué, c'est que les arbitrages sont pas forcément toujours intuitifs. Donc chez Walmart, ça devient compliqué sur de la consommation de base. Chez Home Depot, alors on est dans l'équipement et l'aménagement de la maison, ce qui est plutôt discrétionnaire, hein. Visiblement, ça continue et c'est encore très fort là en ce début de deuxième trimestre. On a eu les résultats hier, c'était le commentaire qui était fait par le management. Chez McDo, qui est aussi quand même une référence d'achat fréquent aux États-Unis, on va le dire comme ça, pour des populations modestes. Là aussi, visiblement, le consommateur est très résilient face à la hausse des prix affichés sur les menus McDo. Donc, les arbitrages sont très variables en fait d'un poste de consommation à l'autre. Oui, en effet. Non, mais alors, il y a un point très important, c'est que quand on regarde la confiance des ménages américains, quand on regarde le Michigan notamment, donc cet indicateur qui est très suivi par les marchés, on a atteint 3 fois, entre guillemets, c'est la 3e fois qu'on a atteint ce niveau. La dernière fois, c'était en 2008. La seconde fois, c'était en 2011. Coup sur coup, effectivement, donc ça rappelle 2 crises. Et donc là, on a atteint un niveau extrêmement bas, une vitesse extrêmement forte. Et donc ça, c'est quand même aussi très impressionnant, avec effectivement des ventes au détail qui manifestement semblent tenir le coup. Donc on a malgré tout une espèce de panorama macro pas si catastrophique que ça quand on regarde certaines métriques, mais néanmoins, ce qu'on regarde ou ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus, et ça bien sûr, c'est à pondérer avec la distribution de revenus et donc de l'épargne également des ménages, c'est qu'ils sont en train de piocher dans leur épargne. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont... Voire dans le crédit. Hein. C'est Alors, voilà. Pour une partie des ménages, la consommation à crédit est repartie là. Alors, la consommation à crédit est repartie. Donc, modulo, effectivement, donc l'épargne qui a été constituée par tout ce qui a été distribué par la puissance publique et par, effectivement, la Fed, puisque, soyons clairs, il y a eu de l'hélicoptère monnaie qui a été fait. Néanmoins, quand on regarde les standards, c'est-à-dire, en gros, quand on interroge les banques sur leur appétence, finalement, à distribuer du crédit, ça s'est resserré, là aussi, quel que soit finalement le segment que l'on regarde, que ce soit la carte de crédit, que ce soit les crédits finalement, même pour l'achat d'automobiles, etc., tout s'est resserré de manière concomitante. Je ne parle même pas effectivement des crédits hypothécaires qui là effectivement s'envolent depuis que Powell a clairement annoncé que la fête était finie au niveau des taux d'intérêt. Donc on a effectivement quelque chose qui laisse penser qu'on va avoir à un moment donné une correction. On l'attendait, un salaire réel qui est en territoire négatif maintenant depuis très longtemps, c'est-à-dire quand on corrige de l'inflation, le salaire ne croît pas assez vite. Quand on regarde certaines enquêtes, notamment celle du NFIB, qui nous dit que maintenant c'est terminé là aussi au niveau de la progression des salaires, on va peut-être rester sur des niveaux élevés, mais on ne va pas progresser davantage. Et donc avec une inflation dont on sait qu'elle est sur un plateau, faut pas non plus attendre à une baisse immédiate de l'inflation, personne n'y croit. Et donc du coup, on va continuer en fait à enregistrer des pertes de pouvoir d'achat. À un moment donné, ça ne peut pas tenir. Donc le consommateur, quel qu'il soit aux États-Unis ou ailleurs, à un moment donné, il va être sensible à cette perte de pouvoir d'achat, va être sensible à la question des prix. Il ne peut être victime finalement d'une forme d'illusion nominale. Et donc, il va ajuster sur la consommation. La consommation, rappelons-le, effectivement, c'est le moteur numéro 1 de l'activité économique. Et donc, si vous avez 70% du PIB qui sont effectivement en retrait, bon, il n'y a pas de mystère. Une règle de 3, vous êtes en récession. On l'a vu, on pourra reparler des banques centrales, mais au Royaume-Uni, donc 9% d'inflation, c'est 2 fois la progression des salaires. Voilà. Et puis, non, mais globalement, on parlait effectivement on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il y a une forme finalement d'attentisme des marchés, notamment du point de vue de l'activité et du point de vue des banques centrales. Parce que là aussi, clairement, c'est quand même un jeu, finalement, j'ai l'impression, de cache-cache. Vous les sentez attentistes, les banques centrales, là ? Ah non, mais les marchés sont attentifs. Ah, les marchés, d'accord. Ah, oui. Non, les banques centrales. D'accord, oui. Pas de doute. Non, le seul doute qu'on peut avoir, c'est jusqu'où est-ce qu'ils iront, finalement. Jusqu'où iront-ils ? Oui, et là, la question. La déclaration de Powell hier a été... C'était une gourmandise, en quelque sorte. Oui. Nous n'hésiterons pas à aller au-delà du taux neutre, en mode restrictif, si nécessaire. Parce que on comprend qu'il va falloir un choc d'une ampleur peut-être très importante, beaucoup plus que ce qu'on a déjà en termes de resserrement des conditions financières, pour abattre une partie de la demande excessive qu'on peut retrouver ici. Les scénarios qui ont été évoqués, stagflation, récession ou soft landing, globalement, j'ai l'impression que la Fed a choisi son camp. Donc en gros, si on va au-delà du taux neutre, et il a bien sûr pas précisé où, globalement, ça veut dire qu'avec déjà ce qui se passe, on voit bien que ça commence à être compliqué du point de vue de l'activité économique aux États-Unis et un peu partout dans le monde à cause de différents chocs par ailleurs. Mais là, si on va au-delà, effectivement, le chemin semble tout tracé. Des marchés attentistes ou des marchés en bear market, Michel ?
Alors, attentis, c'est sûr. Bear market, ça dépend où. En Europe, pas encore, parce qu'on va dire, on est sur du 10-15%. En bear market, la définition, c'est quand on dépasse les 20% de correction. Par contre, on l'a sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a dépassé 25, les 25, c'est ça, ouais. exactement. Et c'est là où c'est aussi très dangereux, puisque qui dit bear market rally. Et donc, il faut retourner dans nos souvenirs, regarder les périodes 2000-2003, les périodes 2008-2009, et on se rend compte les dernières grandes périodes de marché baissier. Et on se rend compte ô combien c'est dangereux. Alors, j'ai juste noté ce chiffre-là. Entre 2000 et 2001, le Nasdaq a 8 épisodes de rebond de plus de 20%. 8 fois. Ah oui. Et en moyenne, il rebondit 32%. Waouh. Bon, in fine, il perd 75%. Hein. Donc, en fait, ça, c'est la difficulté. C'est le régime d'un bear market, c'est ça. Et ça, sur le Nasdaq, On perd 75% en 2 ans ou en 3 ans, mais on fait 8 fois plus 20, voire plus 30. Exactement. Et ça c'est dangereux. Et d'autant plus qu'on n'a plus l'habitude de ce genre de configuration. Pourquoi c'est dangereux ? C'est de penser que c'est la fin, que c'est... de toute façon, on a passé les 3 dernières années à dire buy the dip, acheter la baisse, acheter le plus bas. Ça va remonter. Et on a même lu aux États-Unis sur certains forums de particuliers que finalement le marché était fait pour monter éternellement. Là, on est en train de rapprendre ce que c'est. On rapprend 2 choses aujourd'hui. On apprend qu'on peut perdre de l'argent sur les actions, puis on apprend aussi qu'on peut perdre de l'argent sur l'obligataire. Oui. C'est un truc qui avait été complètement oublié depuis 40 ans. Hein. Enfin, je stigmatise, je caricature. Oui. Mais ça, c'est important parce que ça veut dire que et l'inflation, c'est pareil. L'inflation, c'est difficile de trouver des gens qui ont été en position de devoir, à part en Argentine, de lutter ou d'avoir des solutions éprouvées contre ce genre de configuration. Donc oui, on a un bear market au Nasdaq. Potentiellement, si ces chiffres, si la macro est rejointe par la micro, on va avoir d'autres épisodes ailleurs, peut-être même en Europe. Et il faudrait être très prudent par rapport au timing d'entrée, oui. Ah ouais. Oui, c'est des régimes de marché compliqués. Exactement, très très compliqué. Hervé, donc c'est la question clé. Quelle doit être l'ampleur du choc qui permettra de rééquilibrer offre et demande là, sur une économie comme l'économie américaine. Powell dit donc à ce stade, avec des conditions financières qui se sont déjà quand même resserrées de manière significative, il veut voir encore les conditions financières se durcir, donc ça veut dire des ajustements de prix. Et là, on ne parle pas juste des cryptos et du Nasdaq, on parle par exemple du marché de l'immobilier, par exemple, qui est central, j'imagine, dans la politique et la vision de la Réserve fédérale américaine. Le marché du travail aussi, un fort déséquilibre. Il y a 2 postes ouverts pour un chômeur aujourd'hui aux États-Unis. Quelle est l'ampleur du choc qui permet de rééquilibrer la balance ? Mais en fait, le point, c'est que on est face à une incertitude. La politique chinoise est en forme de point d'interrogation. La guerre russe en Ukraine, quelle fin ? La seule chose qu'on peut dire sur la guerre russe en Ukraine, c'est que si vous équilibrez les moyens des belligérants, vous la faites durer. Et je ne dis pas ça pour rien, je dis ça parce que si on parle de politique économique, dans le contexte incertain de politique internationale qu'on a aujourd'hui, vous devez quand même vous interroger sur la cohérence de ce que vous faites. Et aujourd'hui, il y a une incohérence entre la politique économique visant à calmer la dynamique des prix et une politique internationale qui vise à allonger le conflit. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que si on a une focale politique économique, hop, les prix croissent de trop. Vous pouvez jouer de la politique de la demande, vous pouvez jouer de la politique de l'offre, ou vous pouvez jouer de tentatives de politique structurelle. La politique de la demande, c'est la partition de la Fed. L'inflation est forte, toujours forte, je vais monter plus les taux. C'est cohérent. Mais on pourrait jouer de la politique de l'offre, et on voit bien que là où on coince, c'est la Chine, d'une part, et c'est le conflit en Ukraine, de l'autre. Et dans ce cas-là, quel relais on pourrait avoir vis-à-vis de la Chine pour dire ta politique de santé publique, c'est pas tout à fait celle dont le monde a besoin, quelle
arbitrage peut-on trouver? Du côté de l'Ukraine, oui, il y a les principes de politique internationale, et Dieu sait si c'est important, mais il y a aussi la situation économique mondiale. Si on a des famines extrêmement graves en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, ça sera compliqué aussi. Et donc, on voit bien que il faut savoir ce qu'on veut, quelle hiérarchie on a. Et aujourd'hui, avec la politique de Biden, on est plutôt dans l'idéalisme. Il y a des principes, et il faut les appliquer, que dans le réalisme, dire, prendre le monde tel qu'il est. Oui, il y a cet aspect-là, mais il y en a d'autres. Et donc, quelle cohérence, je trouve. Et puis après, il reste les politiques structurelles. On voit bien que la chose qu'on va faire, c'est moins rendre l'économie plus efficace et donc avoir une productivité plus forte, qui nous arrangerait bien. Mais bon, c'est compliqué, il n'y a pas de réaction rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va peut-être faire? On va baisser les droits de douane. Bon, il y a eu un papier de la Brookings disant que ça pouvait faire baisser l'inflation, entre 1 et un peu plus de 1%. Toujours bon à prendre. Janet Yellen en reparle aujourd'hui en disant effectivement, c'est des tarifs douaniers qu'il faut peut-être songer à baisser. Sachant que, bon, tout ça, moi je trouve, est pas très bien ficelé, quoi. Je ne veux pas être trop critique, parce que mener des politiques publiques, c'est pas simple. Oui. Mais voilà, je trouve qu'on ne prend pas tout en compte. Et dans tous les cas, pour rester sur les États-Unis et finir, ce qu'il faut bien voir, c'est que on est à 6 mois des élections de mi-mandat, et que l'inflation, c'est pas qu'un problème économique, là, ce dont on parle, c'est un problème politique, c'est ce qu'on vient de voir avec la consommation, avec Walmart. Et donc, Biden, il a un vrai sujet là-dessus. Et donc, que la hiérarchie des politiques publiques puisse changer à l'horizon des prochaines semaines, prochains mois, c'est pas l'impression qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, faut garder cela dans un coin de sa tête. La seule marge de manœuvre pour Biden, ce serait d'utiliser encore la politique budgétaire. Mais là, il n'en a plus vraiment les moyens. La Fed, effectivement, rappelons-le, va commencer à ne plus acheter, voire même, effectivement, vendre une partie de certains titres. Pas les titres d'État, bien sûr, mais ce qu'on appelle les titres adossés, les titres hypothécaires, pardon. Ouais. Donc, on n'est plus véritablement dans cette espèce de combinaison de politique économique favorable. Ah non, donc, qui permet effectivement à la puissance publique, notamment aux États-Unis, de pouvoir mener des politiques budgétaires expansionnistes. Mais la variable clé, à mon sens, qu'il convient de regarder pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on va et quelle serait finalement l'ampleur du choc requis pour pouvoir calmer tout le monde, donc, et voir finalement une inflexion positive cette fois-ci des marchés, c'est les taux réels. Donc les taux réels, on en parle régulièrement, donc c'est la variable, à mon avis, clé qui cristallise absolument tout. C'est les anticipations de croissance, de politique monétaire, et quelque part, le taux réel, on le calcule via également une anticipation d'inflation. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, on vivote autour de 0. Donc, 0 plus. 0 plus, 0 moins, selon les jours. Déjà ça. Oui. Voilà. Faut pas oublier que la dernière fois qu'on a eu un choc massif, entre guillemets, sur les taux réels, c'était Bernanke, Taper Tantrum 2013. Donc, il annonce quelque chose, et puis, boum, les taux réels prennent 50 centimes d'un coup. Et puis, finalement, on a eu également donc, le resserrement de la Fed et, à un moment donné, en 2017, un épisode de dégonflement du bilan. Là, effectivement, ça a été des taux réels qui montaient à 100 points de base, 1%. Les taux réels à 1%, globalement, c'est une espèce de seuil psychologique au cours, effectivement, on va dire, des 10 dernières années, qui constitue finalement un point de retournement des marchés. Donc là, effectivement, pourquoi est-ce que les valeurs technologiques souffrent autant? C'est parce que l'argent facile, on mesure pleinement avec le taux d'intérêt réel, c'est terminé, clairement. Tous les agents, tous les acteurs qui sont aujourd'hui, qu'on appelle leveragés, qui ont de l'endettement, vont effectivement subir ce renforcement, ce durcissement des conditions monétaires. Et à un moment donné, quand la tension sera forte, là, on verra Powell, effectivement, commencer à se calmer un tout petit peu. Mais là, jusqu'à présent, il faut rappeler également où est ce taux neutre. Le taux neutre, on a à peu près une vague idée, c'est 2,5, globalement. Oui. Donc 2,5, ça veut dire que là, aujourd'hui, la Fed a opéré à 3 hausses de taux. On est entre 0,75 et 1%. Ça veut dire qu'on a encore dans le tuyau 150 points de base avant d'atteindre juste la neutralité. Elle va aller au-delà. Donc ça vous laisse effectivement le champ, une idée finalement à quoi va ressembler le marché obligataire. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Les taux, globalement, on estime que c'est pas encore terminé. Le taux à 3%, finalement, c'est juste une étape. Globalement, est-ce qu'on peut voir des taux réels diminuer avec une Fed qui durcit comme ça? C'est pas possible. Une configuration qui nous semble difficile à tenir. Et alors je sais pas, votre intuition ou même peut-être le calcul que vous avez pu effectuer, le taux terminal du cycle de resserrement de la Fed, vous le mettez où aujourd'hui? Si véritablement le dogme consiste à dire que pour le seul moyen
de casser Ouais. la dynamique inflationniste. Alors, Ouais. hors effet effectivement volatile, qui explique à peu près un tiers des prix de l'énergie aux États-Unis, des prix d'augmentation de l'inflation aux États-Unis, on a encore pas loin de 5-6% qui viennent du sous-jacent. Pour calmer ça et revenir à une cible, en supposant que la cible est toujours à 2, donc ça aussi c'est un autre débat, il faudrait que les taux montent bien au-delà, il faudrait que les taux atteignent 4%. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, où est-ce que la Fed s'arrêtera? Bonne question, je ne sais pas. Ouais, vous savez pas. Bonne question, je ne sais pas. Hervé, est-ce que vous le savez? Moi, je pense qu'elle montrera. Au-delà du taux neutre ou pas? Bon, C'est le débat. Hein. c'est- Ouais. Moi, je pense que d'abord, considérer qu'il y a une tendance sur la politique monétaire à l'horizon de plusieurs trimestres, face à l'incertitude dans laquelle on est sur le plan international, sur le plan économique, je pense que c'est juste pas sérieux. En fait, on ajuste à court terme, on raconte des histoires sur le moyen terme pour rassurer, pour être crédible, mais je pense que la conviction que l'on doit avoir en la matière est faible. Donc, à mon avis, on voit bien qu'il y a une volonté d'aller sur le taux neutre, et c'est vrai, tu le disais, on y sera bientôt, dans quelques mois. Est-ce qu'ils vont aller beaucoup au-delà? Moi, je pense qu'on n'en sait absolument rien. Si l'inflation est encore à plus de 5-6% et que le taux de chômage est à moins de 4%, Oui, mais si l'inflation est à 5 ou 6% en fonction d'éléments sur lesquels vous n'avez pas prise, vous devrez admettre que jouer de la politique de la demande, ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, il faudra bien élargir le champ des leviers. Aujourd'hui, bon, coup de bol, on voit bien que les anticipations inflationnistes restent bien ancrées. Et à mon avis, enfin, la politique monétaire aujourd'hui, elle vise à maintenir le crédit de la Banque centrale, donc maintenir l'ancrage des anticipations inflationnistes, éviter les spirales inflation-salaire. C'est ça le but, lutter contre l'inflation qui est à 5% ou à 7% et sur laquelle on a peu prise. Alors, globalement, on l'explique comme ça parce que c'est simple et que le marché est dans ce type de pensée. Mais la réalité, c'est maintenir la crédibilité de la Banque centrale. Je pense que c'est le motto. Et après, on espère qu'il ne faudra pas monter des taux trop hauts pour maintenir cette crédibilité. Bon. Et pour la BCE, le compteur tourne vite. Hein, et c'est vrai que le problème, le calendrier des prochains meetings est un peu décalé. Donc, pour l'instant, le prochain meeting, c'est le 9 juin, 21 juillet pour le meeting estival. Et c'est vrai qu'à part parler, ils n'ont pas grand-chose d'autre à offrir quand même à la Banque Centrale Européenne. Donc, du coup, ça ouvre la porte à des surenchères au quiche tous les jours. Mais par parler, pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Quoi. Bon, après, ils sont peut-être rattrapés par la vague Walmart Target. Hein. Si ça continue à se développer et à généraliser, la surprise, c'est peut-être ça. C'est qu'en fait, le discours pourrait s'infléchir très vite. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est un pilotage à vue maintenant. C'est pas du tout... on ne peut plus être dans le dogme, donc on verra. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est l'effet du dégonflement de cette bulle de liquidité qui a complètement arrosé tous les marchés. Et à ce titre, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment que je trouve assez intéressantes, avec un calcul tout bête. C'est de se dire, on se place en mars 2009, et puis on regarde quelle a été la création en fait, de capitalisation, si on cumule sur les grandes classes d'actifs. Voilà, d'accord, exactement. Très clair. Alors, donc mars 2009, le point bas du marché. Alors, tout bêtement, il y a deux après façons. la grande crise au niveau financière. global, si on regarde simplement l'obligataire et les actions, on part de 40 trillions de valorisation en mars 2009. On arrive au pic en fin d'année dernière à 140 trillions. D'accord. Une belle progression. Et si on fait une régression un peu pour voir quelle serait la tendance naturelle à la croissance de ce type de chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, en fin d'année dernière, on était 50 trillions au-dessus de la tendance de la régression, de la tendance qu'on aurait dû suivre. Si on regarde où on en est aujourd'hui, on a gommé la moitié, 25 trillions, que ce soit sur l'obligataire ou sur les actions. Donc, vous nous dites qu'il y a encore 25 trillions de capitalisation à détruire. Exactement. C'est pour ça qu'on peut... Bon. Après, il y a des zooms qui ont été faits sur les États-Unis. Parce qu'en fait, on se dit toujours, mais cet argent, hélicoptère monnaie et autres, où est-ce qu'il est allé? Toujours en prenant cette notion de valorisation des marchés, on s'aperçoit que, c'est pas une surprise, hein, que c'est l'immobilier américain qui a absorbé le gros de cette valorisation en surplus. Donc aujourd'hui, l'immobilier américain, c'est quasiment 80 trillions de dollars de valeur. Hein. Le deuxième pan qui a le plus mangé et profité, c'est les actions.
les actions private equity ou cotées, puisqu'on est passé à un peu plus de 50 trillions de dollars. Donc clairement, ce sont ces deux points-là qui sont aussi les plus à risque, et notamment l'immobilier. Et si on regarde le taux de mortgage, on s'aperçoit qu'il a été multiplié par 4 très très vite, et qu'aujourd'hui, les taux de mortgage moyens qu'on a, ce sont ceux qu'on avait la dernière fois en 2011. On a 5,5, quoi, c'est ça. Voilà. Donc c'est quand même un grand changement de paradigme, et il faut faire attention. On peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va se dégonfler. Oui, donc avec cette perspective un peu macro-monétaire, là, vous dites, on peut imaginer que tout n'est pas dégonflé dans le marché. En tout cas, la liquidité excédentaire ou la liquidité... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup de choses qui sont encore résiduelles. On parle beaucoup des cryptos, mais les cryptos, en fait, à l'échelle mondiale, c'est 2-3 trillions. Là, on parle de 140-150 trillions. Donc, c'est important, mais c'est marginal. Le risque, c'est un scénario très négatif sur l'immobilier, puisqu'on peut extrapoler ce qui se passe aux États-Unis à ce qui s'est passé partout ailleurs dans le monde, puisque les taux bas ont irrigué, et l'argent a irrigué tous les marchés. Et ce qui est un peu traître avec l'immobilier, on l'a vécu en 2008-2009, c'est qu'en fait, la crise a peu commencé en 2006, et finalement, les effets réels, on les voit en 2008. Donc, c'est quelque chose qui se diffuse de façon assez insidieuse et très, très lente. Il y a une rigidité, c'est des paquebots, c'est le marché paquebot. Et on peut se dire, vu la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec ce qu'on a discuté, alimentaire, énergie, logistique. Si on rajoute derrière une crise de l'immobilier, qui sera la conséquence de tout ça, là ça peut complexifier la situation. Il y a quand même une toute petite nuance à apporter sur la crise immobilière, parce qu'effectivement, on a tous en tête 2007, l'éclatement de la bulle immobilière et les conséquences catastrophiques que ça a eu derrière. Elles étaient également le résultat d'une dérégulation financière, une dérégulation dans le secteur de l'immobilier, dans l'octroi de crédit, qui était c'est du jamais vu, en fait. On a accordé du crédit à qui voulait bien, effectivement, en prendre. Et là, aujourd'hui, c'est un peu différent. On a véritablement un décalage entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est forte pour des raisons à la fois conjoncturelles et à la fois des raisons structurelles et démographiques. C'est un peu des choses qu'on a tendance à oublier de regarder, finalement, quand on regarde un peu la structure de la demande, d'une part, et l'offre, effectivement, qui est déficitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a... toujours pour les mêmes raisons, des pénuries, etc., qui font que l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Et donc, on a mécaniquement la loi simple du marché offre-demande qui fait que le prix progresse. Le prix progresse effectivement de manière très forte, comparable, à des niveaux qui sont comparables en 2008. Cela dit, pour des raisons qui sont moins catastrophiques que celles effectivement qu'on avait observées. Donc, là, effectivement, il y a toujours ce risque de la crise immobilière, il y a toujours ce risque effectivement d'une correction. Mais si correction devrait y avoir sur le marché immobilier, je pense qu'elle sera beaucoup plus soft, en tout cas, beaucoup plus entre guillemets, moins brutale que celle qu'on avait observée. S'il y a un déficit d'offres, il va falloir y aller pour détruire la demande en face. Mais si la demande est toujours... Non, si, parce qu'il y a les taux, en fait, qui peuvent effectivement ralentir la demande. Mais en fait, c'est une question de dynamique à chaque fois. Si la dynamique est brutale, là, effectivement, personne ne s'en sort. Si la dynamique, effectivement, c'est une inflexion et une baisse graduelle, là, effectivement, il y a quand même moyen, effectivement, de pouvoir dire qu'on a un ajustement du marché. Et ça, c'est des choses normales, ça fait partie du cycle. Maintenant, le deuxième point, c'est quand on rapporte effectivement l'ensemble de la richesse créée, finalement, quand on regarde effectivement cette dynamique qui était tout à fait impressionnante, mais quand on la rapporte finalement à la richesse économique, au PIB, d'accord. Parce qu'au fond, finalement, à quoi servent les politiques économiques ? Bien sûr. Au fond, c'est l'augmentation de richesse. Non. Là, effectivement, il n'y a pas eu que de la richesse financière. Il y a eu une richesse. Il y a eu beaucoup de richesse financière, beaucoup de richesse économique, quand on rapporte les deux. Et donc finalement, c'est pas 25 trillions effectivement qu'il va falloir supprimer, c'est beaucoup plus. Donc là, tout dépend de la manière dont on mesure les choses. Et l'augmentation qu'on a eue au cours effectivement de ces... quand on regarde les dernières, post-Covid, elle est exponentielle. Elle n'est pas tenable. Donc à un moment donné, cette correction devait se produire. C'est toujours facile de dire ça après. Hervé, c'était sur l'immobilier que vous avez dit. Oui, sur Michel et puis aussi sur Mabrouk, moi on peut dire, il s'est passé ça, on est allé trop vite. Bon, il n'empêche que s'il faut ajuster les valeurs des actions, les valeurs de l'immobilier, ça crée quand même des déséquilibres de bilan entre l'actif et le passif absolument terribles et que le choc est, à mon avis, extrêmement fort, en sachant que du côté du passif, il y a quand même des tombereaux de dettes et que comment on gère ces tombereaux de dettes, sauf à accepter qu'il y ait beaucoup de faillites, beaucoup de défauts, avec une capacité dans ce cas-là à ébranler le système financier, à ébranler les comptes publics derrière. On voit bien l'histoire que l'on raconte. Ça, c'est un peu les enchaînements macroéconomiques. Et puis, il ne faut pas oublier, si on peut être rassuré en disant aux États-Unis, la situation de l'immobilier, c'est pas trop mal parce qu'il y a une
raréfaction de l'offre. Et donc, voilà, ça peut tenir, mais il y a d'autres pays où ça peut ne pas tenir. Et dans ce cas-là, là encore, comment ça ébranle le système financier? Oui, mais ils ne sont pas systémiques. C'est un peu ça le problème. Non, c'est vrai, ils ne sont pas systémiques, mais s'il y en a un paquet, et on peut quand même faire une liste, alors allons-y, Australie, Nouvelle-Zélande, pays nordiques. Alors, je veux dire, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait quand même pas mal. Et au-delà de cet élément de différenciation, moi je pense que sur tous nos sujets, que ce soit l'impact sur les entreprises, il y a quand même un paquet d'entreprises un peu fragiles qui, dans un contexte macro qui devient très tendu, vont souffrir. Idem pour les ménages, idem pour les pays. Et donc, l'effet multiplicateur sur les plus faibles des histoires tristes que l'on raconte, il va juste être terrible. Et donc, en fait, l'idée simplement, c'est qu'en termes de politique publique, on n'ira pas là. Et sur les banques centrales, si tant est que l'environnement économique les pousse parce qu'il y a des prix qui ne sont pas assez sages à monter leur taux, à dire qu'ils vont réduire leur bilan parce que ça fait chic de dire ça aujourd'hui, en fait, moi, je pense que ça n'ira pas aussi loin parce que simplement, on ne peut pas se le permettre. Et juste pour finir, un élément de nature historique, on n'a jamais réduit de façon sérieuse un bilan de banque centrale, on a réduit le ratio bilan sur PIB. Ça, on fera, mais si on dit que c'est ça la cible, il faut accepter l'implication, ça ira lentement. Oui. Puis il faut donner sa chance à la croissance, quoi. Voilà. Si il nous reste quelques minutes, je voulais juste, Michel, savoir s'il y avait des commentaires pertinents, oui, forcément à faire là sur deux opérations qui ont marqué la journée. Donc CMA, CGM, accord partenariat stratégique avec Air France-KLM, plus prise de participation jusqu'à 9%. Et puis il y avait dans le domaine du renouvelable Siemens Energy qui sort Gamesa de la cote. Alors sur Air France, CMA, CGM, c'est un deal win-win. C'est le deal parfait. Pour Air France, ça permet de se constituer un actionnaire de référence à un moment où ils ont besoin de lever des capitaux, parce qu'on sait qu'ils sont pas loin d'avoir... Ils avaient une levée de capital, une augmentation de capital qui était prévue. Donc ça, c'est un actionnaire solide, en plus industriel, et non pas que financier, donc c'est très très bien. Ça permet aussi de faire des synergies, parce que si on voit ce qui a été annoncé, donc mise en commun des moyens dans le cargo, plus optimisation de tout ce qui est fret sur les lignes, les grandes lignes. Et du côté de CMA CGM, c'est juste la continuation d'une toile qui est tissée par le fils du fondateur, Rodolphe Saadé, exactement, qui en fait joue la carte du multimodal. Et qui ajoute, donc qui renforce ses capacités dans l'aérien de façon très, très intelligente, après avoir fait Seva il y a quelques années, qui était un spécialiste suisse de logistique aussi dans le fret aérien, qui d'ailleurs au passage lui a permis de passer 2020 sans trop de difficultés. Et en fait on voit qu'il est en train de constituer un panel complet de services au niveau de logistique, puisqu'ils ont racheté Colis Privé aussi il n'y a pas longtemps, donc sur le dernier kilomètre. Donc c'est tout à fait remarquable. Transformation incroyable venant du fret maritime. Success story extraordinaire. Maintenant, dommage, ils ont même racheté Jeffco. Si vous vous rappelez, c'est l'ancienne société de logistique de Peugeot qui est spécialisée dans le rail pour les véhicules neufs. Donc c'est quelque chose. Donc vraiment, il embrasse. Groupe logistique complet. Voilà. Donc c'est vraiment du win-win des deux côtés. Super. Sur le deuxième deal. Donc c'est Siemens Energy qui a déjà les 2/3 de Gamesa, donc un des spécialistes européens de l'éolien. Qui a connu un parcours boursier très compliqué, visiblement. C'est une société qui trouve pas son équilibre boursier. C'est le point commun des deux deals, quand même. En fait, on s'attendait à beaucoup de deals financiers en début d'année. En fait, on s'aperçoit qu'on a des deals industriels défensifs. Air France, on peut pas dire que ça soit une société en très grande forme. C'est une small cap maintenant, Air France. Moins de 3 milliards de capi. Donc ça, c'est... Sur l'éolien, c'est tout le drame européen, en fait. C'est-à-dire que si vous lisez le rapport de l'association des fabricants d'éoliennes en Europe, vous voyez qu'on est les champions mondiaux de la production, puisque, d'après eux, je n'ai pas vérifié, 50% des éoliennes qui tournent dans le monde sont le fait de producteurs européens. Le problème, c'est que si on regarde les 5 producteurs aujourd'hui européens d'éoliennes, il n'y en a aucun qui gagne de l'argent. Et la situation se dégrade de plus en plus. Et il y a plein de raisons à ça. Donc c'est un deal totalement défensif, et on en parlait tout à l'heure. En fait, vu les enjeux aujourd'hui, qui sont des enjeux
non seulement de transition énergétique, mais aussi géopolitique par rapport à l'indépendance énergétique. Il y a fort à penser qu'avoir un secteur d'éolien qui soit pas privatisé, mais qui soit non coté, ça a de plus en plus de sens, puisqu'on voit très bien que l'ambition et l'exigence ou la tyrannie du court terme boursier n'est pas du tout en ligne avec cette volonté à très long terme, 20-30 ans de et en même temps, ça offre quand même une dimension d'accès au capital qui est quand même massive. Oui, mais on est sur C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Oui, mais ce sont des projets, on le voit, c'est leur problème. Leur problème, c'est quoi aujourd'hui, que ce soit Gamesa ou d'autres? C'est qu'ils font face d'un côté à la hausse des coûts des matières premières. Il faut savoir que quand on construit une éolienne, ça coûte pour 1 kilowatt produit 10 fois plus que du fossile. 10 fois plus. Premier problème. Deuxième problème, c'est que ça a été, c'est plus le Far West maintenant, c'est totalement régulé. C'est-à-dire que vous avez des appels d'offres. Donc, vous appels d'offres, appel à concurrence. Donc là, les prix ont été abîmés. Troisième point, vous le voyez en France, c'est très compliqué d'obtenir des permis. Une fois, vous avez gagné l'appel d'offres, mais derrière, en fait, c'est un problème local. Donc ça prend encore plus de temps. Et puis derrière, le dernier point, vous avez la concurrence des Chinois. Les Chinois, ils produisent aujourd'hui une éolienne 40% moins cher. Donc tout ça, et en plus, à la fin, vous êtes censé faire des bénéfices, en ayant en tête qu'il y a urgence parce que le feu brûle et parce qu'on ne veut plus prendre de gaz russe. Donc tout ça, c'est irréconciliable dans un temps boursier court-termiste tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu qui dépasse la bourse. Et qui doit être, ça veut dire que c'est un risque qui doit être porté par les États et tout pas par les investisseurs privés. De mon point de vue, oui. Ouais. Bon, on s'arrêtera là-dessus. Non, vous vouliez non, mais comme tout secteur stratégique, ouais. on a la publication, on a les détails du plan REPowerEU qui arrive aujourd'hui, publié par la Commission européenne. Effectivement, on va voir de ce qu'ils vont faire de tous ces secteurs, mais c'est comme l'hydrogène, par exemple. Voir, par exemple, ce secteur confié au secteur privé, pour moi, c'est pas quelque chose de tenable, en fait. Il ne faut pas que la logique de rentabilité soit trop en haut ça doit même des enjeux. Être, en fait, parce que là, finalement, on ne doit même pas faire entrer cette logique de rentabilité dans cette affaire, puisque on a une utilité derrière qui est beaucoup plus forte, qui est la préservation de l'espèce. Bon, donc on fera la transition énergétique sans rentabilité. Il le faut. Ouais. Ah oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM, et Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des investisseurs particuliers. Que comprendre des attentes et des préoccupations des investisseurs particuliers en ce moment? La réponse nous est apportée grâce à une enquête menée régulièrement par les équipes d'Ociam, et le directeur général adjoint aux investissements et aux opérations d'Ociam est avec nous en plateau. Luc Dumontier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je dis oui, c'est intéressant parce que vous commencez à avoir un peu de recul. Ociam mène déjà depuis plusieurs années. Alors là, c'est une enquête semestrielle, c'est ça, pour comprendre un petit peu les préoccupations, la vision de marché également des investisseurs particuliers. Et donc, vous arrivez avec la dernière livraison de cette grande enquête. Peut-être un mot quand même sur la méthodologie, comment ça fonctionne et quel type de questions ou de questionnements est-ce que vous allez chercher justement auprès des particuliers investisseurs, comme vous les appelez, Luc. Oui, alors tout à fait. Donc, Ociam a effectivement créé un baromètre de confiance des investisseurs particuliers français à l'égard des marchés financiers, en partenariat avec l'Institut de sondage CSA depuis 2013, donc depuis longtemps, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est d'avoir un échantillon représentatif de la population selon les 4 axes principaux, à savoir le sexe, l'âge, la situation professionnelle et la région. Et par ailleurs, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de nous adresser aux investisseurs particuliers. Et pour cela, on demande 3 critères principaux. Donc le premier, c'est qu'ils doivent être investis sur les marchés financiers, notamment avec une épargne investie supérieure à 20 000 euros. Le deuxième critère, c'est qu'ils doivent être relativement actifs sur les marchés financiers avec des opérations en moyenne supérieures à 3 par mois.
Et le troisième critère qu'on leur demande, c'est qu'ils soient aguerris, donc qu'ils se disent eux-mêmes aguerris. Et c'est à partir de cet échantillon, effectivement, que l'on a nos résultats. Oui, on ne se déclare pas particulier investisseur, en tout cas dans la population que vous ciblez, pour être le plus pertinent possible. Non, il y a des critères à respecter. Il faut qu'il y ait du skin in the game quand même. Il faut qu'il soit investi et en jeu dans le marché. Voilà, il y a des critères objectifs, donc les deux premiers, l'épargne investie et le turnover de leur portefeuille. Il y a un critère un peu plus subjectif qui est « je me considère comme quelqu'un d'aguerri sur les marchés financiers ». Quel type de questions alors récurrentes justement vous leur posez pour avoir un regard un peu historique justement sur les enjeux qui concernent les particuliers investisseurs? Alors il y a deux grands types de questions. Le premier jeu de questions, on demande aux investisseurs finalement leur confiance, leur degré de confiance à l'égard des grandes classes d'actifs. Alors, quelles sont ces grandes classes d'actifs? Il y a les actions américaines, européennes, émergentes, les obligations d'entreprises américaines, européennes, les obligations gouvernementales, les matières premières, l'immobilier, les investissements alternatifs, etc., etc. Donc, on leur demande... est-ce que vous pensez que ça va monter ou baisser avec un score qui va de 0 à 100? On leur demande aussi, est-ce que vous pensez que ce mouvement va se faire avec plus ou moins de volatilité que précédemment? Avec un score également qui va de 0 à 100, 100 étant avec beaucoup plus de volatilité, 0 avec quasiment pas de volatilité. Et le deuxième grand jeu de questions, ce sont des questions qui ont trait à l'actualité. On demande aux investisseurs quel type d'événement est susceptible d'avoir un impact sur leurs investissements. Évidemment, on en parlera probablement tout à l'heure, les thèmes type géopolitique, macroéconomie, avec la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, etc., sont beaucoup ressortis. Quels sont les facteurs qui vont guider ou vous permettre d'établir votre stratégie d'investissement? C'est un peu ça l'idée dans les questions. Oui, exactement, tout à fait. On va y revenir, mais moi... Vous êtes, alors Osiam, il faut le dire d'un mot, en plus spécialiste du smart beta, donc c'est ça l'histoire d'Osiam. Vous êtes affilié Natixis, vous êtes des investisseurs professionnels, il y a de l'ingénierie, il y a de la technologie chez En quoi la vision de marché des particuliers vous intéresse, Luc? Alors moi, ce sondage... C'est toujours intéressant, mais là, dans le domaine professionnel... Oui. Alors ce sondage m'a particulièrement intéressé dans la mesure où c'est la première fois que je vois vraiment concrètement les biais cognitifs auxquels sont soumis les investisseurs. Alors dans ce cas-là particulier, donc moi je viens du monde de la gestion quantitative, de la recherche, j'ai lu beaucoup de littérature académique, j'en ai écrit moi-même, et ça c'était un peu dans les livres, on va dire. Et là c'est la première fois que je le vois concrètement, ces biais cognitifs. Et ça m'a particulièrement intéressé. Donc si je peux... Bien sûr, il faut expliquer. C'est quoi les biais des particuliers? Mais je veux dire, on est tous particuliers, mais même pour les professionnels, j'imagine que c'est intéressant là. Alors, donc nous, on a... En lisant cette étude, avec mon œil neuf, parce que j'ai rejoint Osiam il y a seulement 9 mois, en fait, j'ai ressorti 4 grands biais comportementaux. Donc le premier, il est bien connu, c'est le biais d'optimisme. Et d'ailleurs, quelqu'un sur votre plateau tout à l'heure disait les particuliers pensent que les marchés sont faits pour monter. Et voilà. Bon, c'est exactement pas mal de professionnels le pensent aussi, je crois. C'est ce qu'on appelle la prime de risque quand même. Mais à long terme. Là, c'est quand même à horizon 12 mois. À chaque fois, j'ai regardé tous les sondages depuis 2013, à chaque fois, les investisseurs particuliers pensent que les marchés vont monter sur les 12 prochains mois. Et là, alors le sondage a été réalisé juste avant le déclenchement de la guerre. Donc, prendre les chiffres un peu... Nuance importante, effectivement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces biais sont persistants dans le... Dites, vous avez un recul de plusieurs années d'historique sur cette enquête. Donc en moyenne, leur score de confiance était de 57. De 0 à 100. Donc ils pensaient que les marchés allaient monter. Alors le deuxième biais qui est vraiment intéressant, c'est le biais d'optimisme. En moyenne... Ça, c'était le premier, biais d'optimisme. Le biais d'optimisme. Le deuxième, c'est le biais domestique. Le biais domestique, c'est qu'en moyenne, ils sont encore plus confiants sur les classes d'actifs domestiques, donc par exemple les actions européennes, qu'ils ne le sont, par exemple, sur les actions américaines qui leur semblent un peu plus éloignées. Et ce n'est pas juste le sondage de février, c'est sondage après sondage que l'on peut constater ce biais domestique. Donc juste pour vous donner un chiffre... Le score de confiance était de 64 pour les actions européennes, seulement de 59 pour les actions américaines. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Alors ensuite, il y a un troisième biais
qui est finalement le biais de persistance. Donc, en général, à l'origine des phénomènes de momentum sur les marchés financiers. Et donc, en février, donc on se replace en février, et les investisseurs particuliers français étaient encore plus confiants, enfin la classe d'actifs pour laquelle ils étaient le plus confiants sur les 12 mois à venir étaient les matières premières. Ouais. Et ils pensaient que cette hausse qu'ils anticipaient allait se faire avec la volatilité la plus élevée de toutes les classes d'actifs. Donc on peut dire qu'en ce sens... Ils ne se sont pas totalement trompés là-dessus. Ils ne sont pas tout à fait trompés là-dessus. Ouais. Tout à fait. Donc ça c'est intéressant. Et le quatrième biais, c'est le biais d'aversion pour le risque. Ah. Alors c'est quoi ? C'est que en moyenne ils sont confiants, mais ils pensent toujours que ce mouvement de hausse va se faire avec plus de volatilité. Ce qui est un peu paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ils pensent vraiment que les classes d'actifs pour lesquelles ils sont le plus confiants, par exemple les actions européennes, vont être les plus volatiles. Et ça, c'est un peu paradoxal dans la mesure où on sait que les marchés montent plutôt avec une plus faible volatilité et baissent avec une plus forte volatilité. Donc ça illustre vraiment ce comportement... ces distorsions psychologiques qu'on peut avoir. Et nous, ça nous intéresse tout particulièrement parce qu'en tant que gérant quantitatif, ce qu'on cherche à capter... en particulier, ce sont des stratégies qui viennent bénéficier des biais structurels des investisseurs, tels que par exemple le momentum qu'on met en place dans certaines stratégies. Et on a vu, alors là, l'échantillon est français, et on parle d'investisseurs, mais on a vu le poids du retail dans le marché américain depuis mars 2020, depuis les mêmes stocks, depuis GameStop, etc. Ouais. Ça devient une vraie partie prenante du marché qui peut faire jeu égal avec certains gros acteurs de marché aujourd'hui. Tout le monde ensemble. Tout à fait. Donc ça devient effectivement une population clé à suivre dans les marchés. Sur les questions d'actualité, là, quelles sont les questions alors, que vous avez posées sur cette livraison d'enquête, Alors on a posé plein de questions, mais grosso modo... moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir que les investisseurs particuliers français étaient effectivement très intéressés, pensaient que leur décision d'investissement allait fortement dépendre de ce qui allait se passer sur les événements macroéconomiques, type hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Et ils ont quand même été 68% à dire que ça allait les impacter. Et le contexte géopolitique, évidemment, c'était quand même déjà... c'était près la guerre. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est le fait qu'il se soit déclaré aussi très intéressé, mais ça on le sait, c'est un thème qui émerge depuis maintenant pas mal d'années, sur les questions d'investissement durable et tout particulièrement de biodiversité. 55% des particuliers investisseurs français ont déclaré qu'ils étaient intéressés ou très intéressés pour investir dans des solutions d'investissement autour de la thématique biodiversité. Alors, je précise, vous leur posez la question spécifiquement sur la biodiversité, c'est ça. C'est pas eux qui mettent la biodiversité tout seul comme ça. Non, mais si, mais c'est intéressant parce que alors, on discute régulièrement avec les équipes d'Ociam. Ça fait quelque temps déjà que vous êtes saisi de cette question de la biodiversité. C'est-à-dire que l'enjeu climatique, je ne vais pas dire qu'il est dépassé, il est toujours là et l'urgence est là plus que jamais, mais l'enjeu climatique, il s'élargit aujourd'hui à la biodiversité dans son ensemble. Oui, tout à fait. Alors il s'élargit et il est interconnecté avec les sujets d'augmentation des gaz à effet de serre, puisque bien souvent, la dégradation de la biodiversité a un impact sur cette dégradation, sur ces émissions plus fortes de gaz à effet de serre. Et vous me disiez même, Luc, c'est des petits signaux faibles, mais qui ne trompent pas. J'avais raté cet épisode dans le débat d'entre-deux tours de la présidentielle française, mais vous avez compté le mot biodiversité a été utilisé trois fois par les candidats. Lors du débat d'entre-deux tours, effectivement, les candidats ont utilisé à 3 reprises le mot biodiversité. Et ça, c'est un signal faible. Je pense qu'il y a 5 ans et encore avant, on n'aurait jamais parlé. Donc les politiques, on sait bien qu'ils ont à la bouche les mots que, évidemment, très les gens veulent entendre, et ça reflète une vraie tendance. Il faudra que vous reveniez, Luc, parce qu'on n'a plus le temps. Il faudra que vous reveniez pour qu'on évoque la manière dont Ociam, justement, traite ces questions de surtout biodiversité. Surtout qu'on est pionnier sur le sujet. Je sais bien.
On en parle avec vos équipes régulièrement, mais on se retrouvera pour revenir sur la manière dont les investisseurs vont devoir, et vous avez commencé à le faire chez Osiam, vont devoir appréhender ce thème de la biodiversité dans le sillage du climat. On est toujours sur des enjeux ESG qui ne font que monter aujourd'hui. Luc Dumontier qui était à nos côtés pour le quart d'heure thématique ce soir, directeur général adjoint aux investissements et aux opérations d'Osiam.